Bonsoir madame, bonsoir monsieur, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Plaisir de lire comme chaque mercredi après-midi sur Zouk TV. Et comme chaque mercredi après-midi, j'ai le plaisir de recevoir des passionnés de lecture. Et cet après-midi, je vais recevoir vraiment deux grands mangeurs de livres. Donc, honneur aux dames. Donc, sur ma droite, nous disons une dame que vous connaissez bien. Oui, bonjour Ludovic, bonjour à toutes et à tous. Marie-Laurence Delors, voilà, je vais vous présenter quelque chose qui vous interpellera cet après-midi. Je parlerai de Rousseau. Voilà. Très intéressant. Sois la bienvenue sur le plateau. Oui, c'est moi qui te remercie, Ludovic, et puis l'équipe de Zouk TV aussi. Merci. Alors, en face de Marie-Laurence, vous aurez compris, donc je sais pas, on aura un monsieur, mais je ne sais pas si vous allez le reconnaître comme il a ses lunettes de soleil, mais je pense que la voix ou le faciès, vous allez le reconnaître. Disons bonsoir. Stéphane Maugrand, donc un passionné de lecture et du développement personnel. Donc c'est toujours un plaisir d'être reçu à Plaisir de lire et merci à toute l'équipe pour cela. Merci à vous tous les deux. Merci, chers téléspectateurs, de passer ce petit moment avec nous. Et donc, vous avez vu nos invités. Donc, nous n'allons pas nous ennuyer. Nous allons réfléchir. Nous allons penser, repenser notre façon de faire ou d'être tout court. Alors, la galanterie. Nous allons vers la dame. C'est pas. Oui, la parité n'empêche pas la galanterie. Il y a souvent ces débats-là. Donc, alors, de quoi vas-tu nous parler, Marie-Laurence? Cet après-midi, je vous parlerai du contrat social de Rousseau. Alors, pourquoi j'ai choisi de vous parler du contrat social, de politique, cet après-midi? Je dirais la première chose, c'est que on est dans un monde où très souvent, on se cherche des ennemis imaginaires ou réels, où le plus souvent, on comprend le monde à partir de deux concepts. Soit c'est la guerre des sexes, guerre des races, et puis vous avez aussi le complotisme, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous dépasse et qui va nous envahir sans qu'on puisse rien dire et qui nous prive de notre liberté. Parce que c'est ça en réalité. Et donc, il convenait pour moi de parler du politique au sens on va dire, du sens commun. Et le sens commun est du bien commun. Cette idée-là est importante, surtout quand on sait et qu'on entend souvent que l'homme est le plus grand prédateur de la nature, mais on oublie de dire que c'est le plus grand gardien de la nature. Oh. C'est ça. C'est-à-dire que là où il y a le péril, il y a ce qui sauve. Ben oui. Si l'homme, c'est le plus grand prédateur de la nature, c'est celui qui peut protéger la nature. Pourquoi? Parce qu'il a une vision des écosystèmes. Et ça, on ne peut pas l'oublier. Et que tous les vivants n'ont pas, on va dire, la vie de tous les vivants n'a pas la même valeur. Ça n'a pas la même valeur. Vous n'allez pas mettre la valeur d'une salade dans votre plat avec la valeur de votre chat ou de vous-même. D'accord? Donc, c'est pourquoi je me suis dit, qu'est-ce qui fait qu'on fait société? Et qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'être ensemble? Parce que c'est ça la société. Qu'est-ce qui fait qu'on va travailler ensemble et organiser des choses ensemble? Parce que tous les vivants, nous sommes parmi les vivants, cette espèce qui est capable de créer des communautés morales. Et la communauté morale, c'est important.
Je dirais c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, les gens peuvent se dire « Ah oui, mais bon, qu'est-ce qu'on va devenir ?» etc. Si l'intelligence artificielle va réaliser des tâches beaucoup mieux que nous, ben oui, mais il reste les valeurs morales. C'est ça qu'on oublie. Et qu'est-ce qu'éduquer? Éduquer, c'est élever, c'est faire grandir. Et qu'est-ce qui nous fait grandir? C'est pas le 20 sur 20 qui nous fait grandir. Ce sont les valeurs, générosité, tolérance, sincérité, liberté, solidarité. C'est ça que j'appelle valeur. Mais c'est ça qui nous nourrit. Et ce vivre ensemble, j'ai préféré commencer avec Rousseau parce que c'est lui qui fonde le contrat. C'est l'une des théories du contrat. Un contrat, c'est un engagement entre des partenaires qui sont égaux. C'est un contrat d'association. C'est pas la même chose qu'un contrat de soumission. Le contrat de soumission, c'est qu'on remet à un seul toute notre capacité d'agir. Là, dans le contrat d'association qu'il définit ici Rousseau dans le contrat social, c'est que chacun remet sa capacité d'agir à l'ensemble. Alors, je reviendrai dessus, mais d'abord, en préambule, qu'est-ce qu'il dit de très important concernant la politique? La politique, c'est pas une question de technique. C'est pas simplement une question de gestion du pouvoir. La politique, c'est le bien commun, c'est-à-dire comment vivre de façon harmonieuse et vertueuse. Et vivre de façon harmonieuse et vertueuse, ce n'est pas simplement une répartition équitable des richesses. C'est aussi la solidarité, c'est-à-dire le souci de l'autre. Le souci de l'autre guidé par cette idée que l'autre, c'est mon frère. Alors, pour certains philosophes, c'est guidé par Dieu. D'accord? Mais là, c'est guidé par la notion d'égalité. L'égalité, c'est inséparable du droit. C'est donner à chacun ce qui lui revient de droit. C'est avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi je veux garder sous la main, sous le coude, des droits supplémentaires, ça va engendrer une inégalité. Et comme ça va engendrer une inégalité, ça va engendrer des conflits et des violences. Donc, les conflits et les violences viennent de cette rupture d'égalité, des droits et des devoirs. À partir du moment où un seul s'arroge plus de droits et ne veut pas consentir à ses devoirs, pourquoi? Parce qu'il veut garder ses intérêts égoïstes et particuliers, il met en danger la communauté. Et qui peut comprendre ça? On n'a pas besoin de faire des grandes écoles. C'est ça qu'il dit. La politique, c'est l'affaire de tous. On me demande si je suis prince ou législateur pour écrire sur la politique. Je réponds que non. Et que c'est cela, et c'est pour cela que j'écris sur la politique. Donc la politique, c'est pas une affaire de spécialistes. Si j'étais prince ou législateur, je ne perdrai pas mon temps à dire ce qu'il faut faire. Je le ferai et je me tairai. Voilà. Né citoyen d'un État libre et membre du souverain. Le souverain, c'est celui qui fait la loi. D'accord? Quelque faible influence que puisse avoir ma voix dans les affaires publiques,
j'entends des gens dire, ah ouais, mais qu'est-ce que ma voix? Bon, qu'est-ce que je vais faire? Moi, simple petit citoyen, dans mon coin, ça sert à rien, non? Il dit la chose suivante, oui. Quelque faible influence que puisse avoir ma voix dans les affaires publiques, le droit d'y voter suffit pour m'imposer le devoir de m'en instruire. Autrement dit, je ne peux pas voter sans cette obligation que j'ai de m'informer. Et c'est pas le jour du vote que je m'informe. J'ai 7 ans pour m'informer. Et avec les réseaux sociaux, tout apparemment est gratuit, sans lettres. Tout le monde le sait. D'accord? OK? Donc, j'ai accès à des informations. Donc, c'est pas la veille ni l'avant-veille. On a 6 ans pour voir comment se comporter le maire ou autre. Ben oui. Donc, c'est pas la veille. Donc, c'est ça qu'il dit. Suffit de m'imposer le devoir de m'en instruire. Heureux toutes les fois que je médite sur les gouvernements, de trouver toujours dans mes recherches de nouvelles raisons d'aimer celui de mon pays. Il définit ce que c'est que le patriotisme. C'est aimer son pays et aimer surtout ceux qui sont dans son pays. Parce que l'amour d'une structure, d'une terre idéalisée, qu'est-ce que c'est si on n'aime pas ceux qui sont à l'intérieur? C'est ça. Donc, en gros, si je comprends, donc Rousseau il distingue la politique au sens général de l'exercice du pouvoir. Voilà. Donc, c'est pas parce que j'exerce le pouvoir que je fais de la politique, ou ce n'est pas parce que je n'exerce pas le pouvoir surtout que je ne ça. fais pas de politique. Voilà. C'est pas parce que je n'exerce pas le pouvoir que je ne fais pas de la politique. À partir du moment où je suis investi dans la société, parce que qu'est-ce qu'une société? Une société, et il le dit dans le chapitre 6 et le chapitre 5, une société, ce n'est pas, on va dire, une simple addition de clans, de communautés. Ça fait pas société. Tu vas pas ajouter le clan ou la communauté un tel, et puis ça fait société. C'est une association de personnes qui ont décidé de vivre ensemble sous le régime de la loi et de faire un projet ensemble. Donc, c'est pas une somme de clans. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est pas une juxtaposition d'intérêts. C'est parce que justement, il y a juxtaposition d'intérêts qu'il y aura conflit. Eh bien, pourquoi ma communauté n'a pas plus? Bon, moi je suis majoritaire, ma communauté doit avoir plus, et ainsi de suite. On ne fait pas société. On fait tout simplement, je dirais, la gestion des clans et des communautés. Justement, souvent, dans des débats, ou peut-être même dans des devoirs de lycée universitaire, on distingue les questions politiques, les questions sociales, de société. Si je prends la perspective de Rousseau, politique et société, ça va ensemble. C'est inséparable. D'accord. C'est inséparable. Parce que qu'est-ce que c'est que la finalité du politique? La finalité du politique, c'est, on va dire, le bien commun. Et qu'est-ce que le bien commun? C'est la vie heureuse. La vie heureuse, le bonheur, c'est pas une idée subjective. C'est pas je fais mon petit bonheur dans mon coin. Ça veut dire qu'un individu ne peut être heureux que parce qu'il y a une société qui favorise son insertion et qui va l'aider à grandir. Parce que c'est ça le rôle de la société. C'est faire grandir. Pour faire grandir, il faut avoir des enfants pour faire grandir. Il n'y a pas de société sans enfants. On parle de jeunes, mais on oublie que ce qui fait grandir une société, ce sont les enfants. Ce ne sont pas les jeunes. Ce sont de jeunes adultes. Mais c'est l'enfance qu'il faut protéger aujourd'hui. Et l'enfance, c'est d'abord le petit qui est à la crèche. Donc le nourrisson, ça commence par là.
C'est là où on commence à faire société. Et si on doit vraiment faire des choses, je dirais, pour aider notre société, c'est d'abord là. C'est vraiment aider ceux qui sont en difficulté, parce qu'il y a des difficultés. Sont pas seulement dans les, on va dire, dans les milieux précaires. Partout, il y a des difficultés. Donc, l'intérêt du texte de Rousseau, c'est de pointer du doigt ce qui fait qu'une société tient. Une société tient parce que c'est une association d'individus qui acceptent le droit et qui acceptent la liberté. Le droit, il n'y a pas de liberté sans égalité de droit. Et pourquoi les gens ne parlent pas de liberté? Ils parlent toujours d'égalité. Ben oui, nous les droits, nous, mais nous les devoirs, nous aussi. Parce que oui, c'est ça. J'ai des droits, j'ai des devoirs. Généralement, on ne revendique pas les devoirs. Ah oui, mais c'est la pièce. C'est une pièce, il y a des droits, il y a des devoirs. Dans la mesure où il faut que l'autre en face ait les mêmes droits et les mêmes devoirs que moi. Et la liberté, c'est, on va dire que très souvent les gens confondent la liberté à la licence. Oui. C'est-à-dire faire tout ce que mon corps me permet de faire sans limite. Non, c'est pas possible ça. Sinon, si on fait ça, ça veut dire que tu vas capter la liberté de l'autre. Autrement dit, eh ben, ta chambre, je prends un exemple, hein, tu peux mettre ce que tu veux, le désordre dans ta chambre. Mais tu ne peux pas venir dans la salle à manger, transporter ton désordre, la salle de bain, la salle d'eau. C'est pas possible. Maintenant, on peut considérer que ta chambre, c'est ton intimité. On peut t'autoriser à un minimum de désordre, mais pas de saleté. Parce que ça, c'est autre chose que la... oui, le désordre, c'est l'ordre que l'on peut accepter, même si l'autre en face, les parents, peuvent considérer que c'est du désordre. Quand il y a du désordre, la personne qui est désordonnée reconnaît et sait où se trouve qu'il a mis. Donc, c'est un désordre pour l'autre. Il n'y a pas de désordre dans l'absolu. Donc, la liberté, c'est pas la licence, c'est pas la capacité de faire tout ce que mon corps a le pouvoir de faire. La liberté, c'est la responsabilité. Autrement dit, être responsable, c'est RES. C'est reconnaître qu'on est auteur de l'action qu'on a fait. C'est ça. Qu'est-ce qu'on reproche aux agresseurs? C'est d'abord qu'ils ne reconnaissent pas qu'ils ont commis un vol, un viol, une violence. Ah non, non, c'est pas moi, c'est lui qui poussait moi. Bon, non, moi pas les bails calottes là, mais c'est lui qui poussait moi. Ah, ben oui, mais qui a donné le coup? C'est bien toi. Ouais, mais si pas t'es fait ça, non. On est auteur. Et c'est pourquoi on n'aime pas beaucoup la liberté. On préfère parler d'égalité parce que c'est plus facile pour nous, parce que l'égalité, ce sont des droits que l'on réclame en oubliant les devoirs. La liberté, c'est un engagement, parce qu'on n'est jamais seul. La solitude dans la liberté, non. Je suis libre avec l'autre. Et donc, la liberté est inséparable du droit et inséparable d'autrui. S'il n'y a pas autrui, je ne sais même pas si je suis libre ou pas. C'est comme Robinson. C'est l'exemple qui allait me venir à l'esprit. Elle a dit, donc Robinson n'est pas libre. Dans la solitude, il peut se sentir libre, mais sa solitude n'est jamais une vraie solitude. Pourquoi? Parce que sa solitude est peuplée des souvenirs de sa vie antérieure, peuplée d'autres consciences. Ce qu'on oublie, c'est que je ne suis ce que je suis que parce qu'il y a l'autre qui est différent de moi. Ça peut être mon frère, ça peut être n'importe qui, mais il est différent de moi et c'est lui qui fait ce que je suis. Et quand bien même je ne serai pas d'accord avec lui, ce n'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est que je me nourris de ça et de ces différences. Et c'est ce qui est essentiel.
de comprendre, c'est que la liberté m'engage. Dans la liberté, il y a un risque. Dans l'égalité, réclamer ses droits, on s'engage collectivement, individuellement, etc. Mais la liberté, ça a un risque. Ceux qui ont vu le film Fanon, quand on regarde que le révolutionnaire, son propre ami, c'est lui qui l'étrangle. À la fin, ça dit beaucoup de la lutte politique et de l'engagement pour des valeurs. Parce que lui, il était engagé sur des valeurs. Et Fanon aussi s'était engagé sur des valeurs. D'abord ça. Donc, je continue concernant la société. Ce qui fonde le contrat social, c'est le chapitre 6, où il définit le contrat social. Chapitre 6, livre 1. D'accord. Voilà. D'abord, avant de définir ce qui fonde le contrat, il dit bien ce que n'est pas la société. Il dit qu'il y a toujours une grande différence entre soumettre une multitude et régir une société, c'est-à-dire organiser une société. Quand il y a des hommes épars qui se succèdent asservis à un seul, je ne vois là qu'un maître et des esclaves. Je ne vois point un peuple et son chef. Donc il fait la différence entre maître et chef. Un maître n'obéit qu'à son désir. C'est pourquoi on peut parler de maître et esclave. Il n'obéit pas à la loi. Le chef, c'est celui qui se soumet à la loi avant. C'est ça le chef. Il se soumet à la loi avant d'admettre que l'autre doit se soumettre à la loi. Et c'est ça un chef de classe. Le chef de classe, c'est pas faire ce que je veux. Non, c'est d'abord comprendre que tu as des engagements envers la classe et tu dois servir d'exemple. Et c'est pareil pour un prof. Tu ne peux pas demander à un élève d'être à l'heure et de ne pas l'être. Et non, c'est pas possible. C'est à toi de t'organiser pour être à l'heure et s'il le faut avant, pour on va dire, faire que la classe puisse arriver à l'heure et que les retardataires puissent mieux comprendre la sanction qui est d'aller chercher un justificatif. D'accord? Donc, il dit, c'est pas la même chose. Je ne vois là qu'un peuple et son chef, mais si l'on veut une agrégation, mais pas une association. Et là, dans le chapitre 6, il dit, voilà comment il définit le pacte social, trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé. Autrement dit, il faut une force commune. S'il n'y a pas de force commune, il n'y a pas d'association. Pourquoi? Parce que spontanément, chacun veut suivre son intérêt égoïste. Et donc, il faut une force pour imposer la loi. Et ça, quel que soit le pays, vous aurez toujours des forces de l'autre, quelle que soit la nature. C'est d'abord ça. Trouver, protéger de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun se donnant à tous, n'obéit qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Les clauses de ce contrat sont tellement déterminées par la nature de l'acte que la moindre modification les rendrait vaines et de nul effet. À savoir, l'aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits. Aliéner, c'est donner. D'accord? Donc, il y a deux sens d'aliéner. Quand Fanon ou encore Marx parle d'aliénation, c'est le fait d'être dépossédé de la force de travail. Et c'est pareil, ça a le même sens. Aliénation culturelle, c'est être dépossédé de ce qui fait ce que je suis concernant ma culture. Là, c'est donner. Donc,
Il faut donner totalement à chaque associé tous ses droits à la communauté. C'est-à-dire que je ne remets pas ma capacité d'agir à un individu, mais à toute la communauté. Et je ne serai pas esclave puisque tout le monde fait la même démarche. On remet. Et donc, par conséquent, comme on a remis notre capacité d'agir de façon illimitée pour recevoir en échange quoi? Des droits limités, certes, mais garantis. Parce que c'est ça. Tu donnes ta capacité qui est, c'est vrai, plus importante, mais tu auras des droits limités et garantis par la loi. Exemple de droits garantis par la loi, la propriété privée. Voilà. Et donc, dans le contrat social, il dit qu'il va condamner les grandes propriétés, les latifundias, etc. Bon, les grandes propriétés, pourquoi? Parce qu'il dit que la propriété doit être limitée aux besoins de chaque individu. Maintenant, si tu es agriculteur, bon, c'est vrai que tu as besoin de terre, mais tu n'as pas besoin... si tu es un particulier et que tu ne travailles pas la terre, tu n'as pas besoin de 10 hectares. Je vois l'idée. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Marie-Laurence, pour cette présentation. Je me rends compte que Rousseau, effectivement, je le savais un petit peu, mais les exemples que tu prends, on voit vraiment que les démocraties occidentales se sont beaucoup appuyées sur Rousseau. Oui. Peut-être qu'il y a certaines choses qu'elles n'ont pas réussi à mettre en œuvre, mais non. Ça a servi de base. Oui, je dirais que la démocratie, c'est un régime qui n'est jamais parfait, qui sera jamais parfait. Mais jusqu'à présent, on n'a pas trouvé mieux. Et c'est parce qu'on est dans un régime démocratique qu'on peut critiquer et qu'on a le droit de critiquer et que la minorité peut s'exprimer et doit se battre pour s'exprimer. Ça pourrait faire une belle phase de conclusion, un bilan pour une dissertation de philo, ça. Mais en tout cas, merci beaucoup, Marie-Laurence. Nous allons nous tourner maintenant vers notre deuxième invité. Il ira, je pense, dans un autre registre. Donc, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Mais aujourd'hui, j'ai choisi de recommander Le pouvoir des habitudes d'un auteur, Charles Duhigg, qui n'est pas très connu de son public. Mais en fait, comme Mme Lelor exprimait dans son livre, il y a des choses qui se font. On parle du contrat social, que ça peut influencer tant au niveau politique, guerre des religions, enfin, tout type de guerre. Et en fait, tout a une origine, en fait. Et on va découvrir ça à travers ce livre, qu'en fait, tout vient de nos habitudes. Voilà. Et en fait, ce qui m'a interpellé dans le livre, ça m'a vraiment impacté, c'est le fait que une habitude n'est ni bonne ni mauvaise. Ça, c'est ce qu'on en fait. C'est l'habitude à quel point qu'elle a impacté notre vie pour dominer nos actions. Alors, on va découvrir en fait que lorsqu'on cherche à comprendre le pouvoir des habitudes, l'auteur a décidé de mener une enquête, de faire des recherches. Et dans ces recherches, il a été au Massachusetts Institute Technologique, on dit MIT en anglais, MIT, pour ceux qui veulent défendre la langue française. En fait, et ces recherches ont abouti à différentes catégories. Donc, il a d'abord étudié le cas d'une personne, Mme Lisa. Il a étudié le cas d'Eugène Poli. Il a étudié aussi comment fonctionnaient des militaires. Mais il a voulu étudier aussi le comportement de la société dans laquelle nous nous trouvons, avec la consommation à outrance notamment, les comportements des parents et leurs enfants avec les fast-foods. Ça, vous allez découvrir que c'est super intéressant. Alors, je vais faire en sorte de synthétiser et vous amener à attiser votre curiosité du livre, sans trop vous en dire, mais que vous ayez envie de le lire. La première chose, c'est que je ne savais pas que, quand j'ai lu ça au départ, qu'on pouvait... Alors, pour vous mettre dans le contexte,
la phrase clé qu'il faudra retenir, c'est un rien, changer un rien peut tout changer. Juste changer un petit détail de quelque chose peut faire toute la différence dans notre existence. Et je ne l'avais pas vu comme ça. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je devrais faire pour changer mon comportement et voir qu'est-ce qu'Elon Musk a fait pour arriver où est-ce qu'il est là, qu'est-ce que certains chefs d'entreprise dans les deux locaux qui ont réussi dans le secteur d'activité pour aussi grandir aussi rapidement. On parle maintenant de start-up, on parle de jeunes qui réussissent dans, comme disait l'intelligence artificielle, et on va découvrir tout ça, parce que c'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est pas forcément une bonne chose non plus. C'est tout ce dont on en fait. Et je vous avais parlé de quelque chose qui m'impactait, c'était le prélude du bouquin. Savez-vous qu'on devrait penser à se détoxifier de nos habitudes? Est-ce que vous saviez ça? Qu'on peut être intoxiqué par ses habitudes. Alors, je fais la différence entre être addict à quelque chose qui n'a rien à voir. Je fais allusion à nos habitudes. Et en fait, on découvre que l'auteur, avec Lisa Allen, qui a vécu des moments très difficiles, on s'est demandé qu'est-ce qui avait changé dans son attitude qui a fait que d'un état où elle était au plus bas, elle a eu on va dire, des chocs émotionnels. Et on a voulu l'étudier. Donc, l'objectif de l'auteur, c'était de suivre chacun de ces... C'est pas vraiment des patients, mais de ceux qui ont bien voulu jouer le jeu avec lui, pour pouvoir les filmer, les écouter, voir qu'est-ce qu'ils font tous les jours de particulier qui jouent dans ces habitudes-là. Et on va découvrir que lorsqu'on décide de faire un certain nombre de choses, il suffit qu'on ait le désir de faire quelque chose de spécifique qui nous aide à être mieux, ça va impacter en fait toute notre vie de tous les jours. Pour Lisa Allen, c'était le fait d'arrêter de fumer. Son entourage, tout le monde ne comprend pas comment elle a réussi aussi bien à arrêter de fumer et que ça a impacté son quotidien professionnel, à tel point que la souffrance a été telle que son conjoint est venu lui annoncer un jour qu'il s'en allait pour quelqu'un d'autre dont il était amoureux, tout ça. Donc ça a été beaucoup. Elle est arrivée à un stade où même le fait de fumer la cigarette, elle ne savait même plus comment fumer la cigarette, tellement elle était impactée. Et elle s'est demandé, mais qu'est-ce qu'elle est prête à faire comme pour s'engager, pour changer quelque chose qui l'aiderait à se sentir mieux. On va en revenir pour Lisa Allen. Pareil pour celui qui a aidé la science à avancer. On a parlé d'Eugène Pauly, qui en fait a eu un accident. Il a été percuté par une bicyclette et sa tête a été heurtée d'un mur et ça l'a impacté au niveau encéphale, enfin c'est une partie du cerveau qui a été impactée. Le choc était tellement fort qu'on a voulu faire des examens, on n'avait rien observé au départ. Et figurez-vous que la partie de ce cerveau qui a été affectée, c'est tout ce qui concerne la mémoire. Alors accrochez-vous bien, moi je pensais que nos habitudes étaient liées à notre mémoire. En fonction de ce qu'on fait tous les jours, eh bien figurez-vous que non. J'ai appris que non. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu chercher qu'est-ce qui faisait qu'on lui a fait des tests, on l'a mis chez lui et on lui a demandé certaines choses. Et il répondait. Il ne pouvait pas expliquer, mais il savait. Mais ils ont voulu faire des tests du point de vue scientifique pour savoir où se situait l'information, où il allait la puiser. Et qu'est-ce qu'on découvre? Que ça n'allait pas dans le lobe du cerveau où se situe la mémoire. Donc ils se sont dit, est-ce que c'est... Comment ça fonctionne? Ils se disent que ce n'est pas possible. Et un contexte a dit, oui, je reviens, je vais aux toilettes. Il se lève de chez lui et par automatisme, il va. Et il a dit, mais où sont les toilettes? Et quand il revient, je ne m'en souviens plus. Et on a découvert qu'en fait, durant des années où il vivait chez sa femme, son cerveau, en fait, reconnaît, on appelle ça des signaux. Au niveau, donc, premier élément qu'on va découvrir au niveau des habitudes, on a besoin d'un signal. Okay? Deuxième élément qu'on a besoin dans les habitudes, on a besoin d'une routine. Et troisième élément dont on a besoin dans nos habitudes, c'est de retrouver, hop, vite fait, c'est la récompense.
on se récompense tout le temps. Et le cerveau met en place, donc ils ont trouvé le terme pour décrire comment le cerveau rentre en mode repos pour rentrer en mode automatique. Par exemple, Mme Delors, c'est qu'elle est passionnée de philosophie, j'aime beaucoup sa passion de la lecture, et je vois qu'elle a des habitudes, tu vois, les termes utilisés, je sens qu'elle a des habitudes à accompagner les gens de la lecture, dans la réflexion. Donc, elle a des habitudes, mais elle le fait tellement par automatisme que si vous dites, mais comment vous avez fait ça? Je ne sais pas, mais c'est comme ça que je fais habituellement, des choses comme ça. Et on va découvrir qu'au niveau des habitudes, alors on avait dit que premièrement, c'était le signal, deuxièmement, c'était La routine. la routine, et troisièmement, c'était La récompense. alors, c'est parti. Après avoir découvert cette partie-là, je vais vous donner ce qui m'a aidé à déclencher le processus. Voilà. Je ne m'étais pas posé cette question-là. Comment fonctionnent nos habitudes? Ça, c'est une question. On fait des choses par automatisme et le cerveau rentre en mode, accrochez-vous, ça s'appelle le chunking, C-H-U-N-K-I-N-G. Et j'ai fait en sorte de le répertorier pour vous montrer, pour vous dire ce que c'était. Alors, je le prends rapidement pour ne pas dire n'importe quoi. Alors, écoutez ça. Ce processus, au cours duquel le cerveau convertit une séquence d'actions en procédure automatique, s'appelle le chunking. Donc, le chunking, c'est quoi? Il intervient à la racine de la formation, accrochez-vous, de la formation des habitudes. Donc, il existe des dizaines, si ce n'est des centaines. Donc, des chunks, avec un S, comportementaux sur lesquels nous nous reposons tous les jours. Figurez-vous que si on n'avait pas ce système en automatique d'habitude, on serait court-circuité et on tomberait. Et tous ceux qui ont eu des chocs cérébraux ont des phases où ils s'arrêtent en journée. Ils tombaient, donc c'est pas en syncope, mais ils s'arrêtaient de fonctionner. Et que le cerveau rentre dans un automatisme pour soulager l'aspect de la réflexion. Il y a des choses qu'on fait par automatisme. Donc, quand on a compris cette notion de chunking, vient un deuxième aspect sur comment fonctionnent les habitudes, c'est la boucle de l'habitude. Donc, le cerveau a besoin de ces étapes-là où il passe du signal, on va le découvrir avec les enfants. On sait qu'on n'a pas eu le temps de préparer à manger ce midi. On sait également que ce n'est pas toujours bon de manger la nourriture rapide, pour ne pas faire de clin d'œil à l'anglais. Et cette nourriture rapide, parfois dépanne certains parents, je ne vise personne, mais tout le monde comprendra, ils sortent du boulot, c'est la fin de la journée, qu'est-ce qu'on va dîner ce soir? Rapidement, hein? On va penser au logo, hein? Jaune et rouge, j'ai rien dit, j'ai dit jaune et rouge, mais tout le monde voit de quoi je parle. Et donc on y va, et on prend. Et alors, sachez que ce n'est pas hors contexte, parce que cet exemple est cité au sein du bouquet par l'auteur, et on découvre que les habitudes de ceux qui aiment manger la nourriture rapide, au départ, on se dit, c'est juste un dépannage. D'accord? Je ne vais pas en prendre trop, parce que mes enfants, ils aiment. C'est un moment en famille. Ça nous fait du bien. Mais on ne se rend pas compte qu'on l'a fait une première fois, on a trouvé ça sympa, ça se rapproche un peu de la facilité. Ils ont dit, mais non, monsieur, vous ne pouvez pas dire ça. Ce n'est pas la facilité. Il s'agit pour nous d'être efficaces, d'optimiser le temps. Et on dit le nom, mais le restaurant de la famille. On va au plus loin. Donc, ils cherchent à atteindre une partie de notre cerveau qui a besoin d'être stimulée. Ce que ça va donner, quand on a compris comment fonctionnent les habitudes, on découvre qu'en fait, grâce à cette recherche qui a été faite avec Eugène Pauly au sein du MIT, ça leur a permis de pousser les recherches. Et figurez-vous, toutes ces grandes anciennes utilisent des techniques pour inciter tout un chacun à avoir des habitudes de venir. À tel point qu'on est choqué de voir ce qu'on appelle les drives. On ne dit même pas les conduites, conduites de nourriture. Et on a un ici
en 2016, enfin 2006-2016, entre 2006 et 2016, il est ici, il est à Fort-de-France, 3e jaune et rouge, dont le chiffre d'affaires est le plus grand au monde. Et les gens ne le savent pas, ça non plus. D'accord? On a les États-Unis, la Russie, et nous, après. Donc, on ne se rend pas compte. Donc, comment je me suis sensibilisé aux habitudes? C'est que de jour comme de nuit, ça circule le drive. On n'a jamais vu s'arrêter. Ça donne du boulot. Est-ce bon pour la santé? Ça, c'est une autre... Est-ce qu'on doit en prendre tout le temps? Est-ce que ça peut être un dépannage? Est-ce que ça peut être efficace? Est-ce que c'est bien de retourner aux choses locales? Quelle habitude que l'on veut pour soi et son environnement? Donc ça donne, on a parlé du shrinking, on a parlé donc de changer, on y arrive là, donc changer les habitudes. Et juste avant de changer les habitudes, voici ce que j'ai trouvé beau, c'est le volet 2, se créer de nouvelles habitudes. Et je constate que ce n'est pas aussi évident que d'en parler et de l'expliquer. Parce qu'en fait, faut déjà reconnaître ces habitudes. Quelle habitude que j'ai? Pourquoi j'ai cette habitude-là? Qu'est-ce que j'ai fait qui m'a poussé à toujours faire la même chose? Et je vais vous raconter une petite expérience. Je pense que Mme Ledor va sourire pour cette partie-là. Dans le MIT, ils ont voulu faire un test. J'arrivais pas à croire. Pour moi, cet animal-là, pour moi, est très intelligent, mais j'en revenais pas. On va prendre l'exemple du rat. On va prendre l'exemple de Eugène Poli, qu'ils ont testé quelque chose pour lui, qui n'a rien à voir avec la mémoire, mais comme ils l'ont testé pendant 36 jours, on va voir le résultat. Ils ont fait la même chose pour le rat. Accrochez-vous. On a dit qu'on a besoin d'un signal. Alors, voici l'image. Hein. C'est un T, vous allez imaginer une sorte de cube, d'accord? On met le cube, et on va faire en sorte que le cube forme un T. Vous avez compris? On fait rentrer le rat, et le rat, on a décidé, dans le coin du T, de mettre du chocolat. Selon vous, quand le rat rentre, quel est le premier signal? Son premier signal? Voilà. Oui. Je sais pas. Alors, le premier signal, c'est l'odeur. Voilà, ça déclenche. Mais comme il arrive dans une ligne droite, il sent l'odeur. Comme quand mamie prépare un bon gâteau. Tu as senti ça? C'est mamie, elle fait quoi? Elle fait quoi, elle, là? Je sais pas. Tu as senti quelque chose? Oui, sent. Et on constate. Ou du sucre à coco. Ou ça dépend, qu'est-ce qu'on aime. Ou marmelade. Est-ce qu'on retrouve ça toujours à base de goyave? Oui. La souris, enfin le rat rentre et il cherche l'odeur. Donc on avait dit qu'il faut qu'il ait une routine. Donc lui, il cherche. La première fois qu'on l'a mis dans le thé, il cherche, il va à gauche, à droite pour essayer de repérer. Arrivé au bout, il cherche toujours. Et il découvre que le chocolat était dans le coin à gauche. Jusque-là, pas de souci. Donc il vient prendre un morceau et il s'en va. Il décide de renouveler l'expérience, etc. de temps. OK? Accrochez-vous bien. Etc. Il décide, à la fin de l'exercice, de changer où se trouve le chocolat, au lieu de le mettre à la gauche, il le met dans le thé à la droite. OK? Vous ne devinerez jamais quelle était la surprise. Ils mettent le même rat, pourtant c'est un rongeur, il aime manger, c'est pas lui que tu vas lui dire où se situe la nourriture. Vous savez où est-ce que le rat s'est rendu? Il est allé à l'endroit habituel. À l'endroit habituel. Eugène Poli a eu cette même expérience. Donc, on a voulu tester un trajet pour lui montrer avec des outils sur la table pour mettre comme des sortes de puzzles, plusieurs fois au même endroit. Tout le temps. On lui dit qu'est-ce qu'il faut faire? Le mettre comme ça. Et où c'était marqué, c'était écrit au dos du puzzle, on va dire, du cube, correct. Donc, quelqu'un mettait sécurité correcte. Il le faisait souvent. Et là, on a décidé, à la fin de l'exercice, après 36 jours, parce qu'on sait que le lendemain, on lui demandait qu'est-ce que c'était, il ne s'en souvenait pas. Pour vous donner un peu l'impact qu'il avait au niveau de son cerveau était... Alors, au niveau de son cerveau, il y a un endroit où il y a un liquide encéphalique qui joue, et le liquide, normalement, pour les personnes en bonne santé, circule de façon vraiment fluide. Quand on met la seringue, on peut absorber ce liquide, on peut l'étudier. Lui, c'était devenu dur. Et c'était comme des grains de sable, et ça empêchait
au médecin d'aller jusqu'au fond. Donc, on a bien vu qu'il n'y avait pas de possibilité pour lui d'utiliser sa mémoire. On a utilisé plusieurs fois. Il décide, après les 36 jours, de lui montrer on lui dit de mettre où c'est correct et où aimer, parce que lui, il avait une mémoire qui durait entre quelques secondes et moins d'une minute. Flash. Et dès que la minute passait, il oubliait tout. Quand on lui a demandé de refaire des choses, donc, il s'est mis à faire des choses, et il ne sait pas pourquoi il avait bien fait. Alors, à ne pas confondre avec des jeunes qui parfois sont super intelligents, qui font des calculs, on se demande comment ils ont trouvé le résultat sans avoir utilisé la calculatrice. Et donc, qu'est-ce que ça a donné? D'accord? Qu'est-ce que ça a donné? Les routines, en fait, suscitent des trêves qui permettent à chacun de faire son travail. Donc, soyez rassurés, les habitudes nous sont nécessaires. Il existe de bonnes et de mauvaises habitudes, mais ça dépend essentiellement de nous à faire en sorte qu'elles le deviennent dans le temps. Et il y a toujours cette notion de remise en question. Je vais vous quitter là-dessus, sur les noyaux gris. Donc, figurez-vous, j'avais entendu parler de matière grise, mais je ne savais pas qu'on parlait de noyaux gris. C'est la partie du cerveau qui se met en mode automatique, de les fameux chunks, qui poussent notre corps à faire des choses par habitude. Par exemple, on va terminer l'émission, mais je sais que parmi vous, il y a des pères et mères de famille, quand c'est parti, il y a des choses qu'ils sont obligés de faire tout de suite là. Alors, on finit là-dessus. Alors, tant que nos noyaux gris sont intacts et que les signaux restent constants, ces comportements ne nécessiteront aucune réflexion. Donc, en fait, on peut créer des automatismes pour devenir super intelligent, devenir bien financièrement, d'être super papa, super maman, un super professeur de philo, faire des automatismes. En même temps, la dépendance du cerveau vis-à-vis des automatismes quotidiens peut être dangereuse. Donc, pour ça, souvent, les habitudes sont aussi une plaie qu'un avantage. Et on terminera. Donc, on a pris l'exemple du jeune. Certaines habitudes lui ont restitué une existence après sa perte de mémoire, mais ensuite les ont à nouveau privées. Donc, c'est vrai qu'il a fini sa vie, mais il s'en est allé, mais il a été un grand recours pour la science. Et je vous invite vivement à lire ce livre. Donc, souvenez-vous, Le pouvoir des habitudes de Charles Duhigg. Et bonne lecture. Merci à tous. Merci à toi, Stéphane. Merci, chers téléspectateurs, pour ce moment que vous avez passé en notre compagnie. Merci, Stéphane. Merci, Marie-Laurence. Oui, merci, Ludovic. Et puis merci, Laurence. C'est un plaisir de vous voir. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, que ce soit individuellement ou ensemble. C'est toujours bien. Oui. Alors, si, comme Stéphane ou Marie-Laurence, vous souhaitez venir un jour sur le plateau, présenter un ouvrage qui vous tient à cœur, c'est simple. Il suffit de composer le numéro qui s'affiche à l'écran, à savoir le 06 96 19 41 13. Et nous nous ferons un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Zouk TV. Nous vous souhaitons une bonne fin d'après-midi et nous vous disons à très bientôt. Merci.